Ibrahim Boubacar Keïta a été reçu ce matin au palais de l'Élysée. La coopération entre le Mali et la France, la situation de crise à Tombouctou et à Kidal, les récents événements de la garnison de Kati, autant de questions évoquées par les deux présidents. Le président de la République est attendu ce soir même ici à Bamako. Les élèves maliens retrouvent le chemin de l'école. Les premières leçons dispensées ont porté sur la paix et la réconciliation. Et à Bamako, toutes les salles de classe ont été libérées pour un bon déroulement de l'année scolaire. Madame le ministre en charge de l'éducation a choisi Mopti pour suivre cette rentrée scolaire. Nous sommes mardi, premier jour du mois d'octobre, début du mois de la solidarité dans notre pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été reçu en audience ce matin par le président français François Hollande. Les deux personnalités ont évoqué la situation de crise au nord du Mali avec les derniers développements à Kidal et à Tombouctou. Rappelez-vous que le 27 septembre dernier, nos hommes ont été attaqués à Kidal par des groupes armés et le 28 septembre, le camp militaire de Tombouctou a été le théâtre d'un attentat suicide. Voilà, le président Ibrahim Boubacar Keïta avec le président François Hollande ce matin au palais de l'Élysée. Le président de la République est attendu ce soir même ici à Bamako. On le disait, les deux présidents ont échangé sur les multiples dimensions de la coopération entre la France et le Mali, les questions sécuritaires et la lutte contre le terrorisme, la conférence de décembre sur la sécurité au Sahel, ainsi que les récents événements survenus dans la garnison de Kati. Avant son départ de Paris, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait le point de sa rencontre au micro de Makanfi Konaté. Tous les domaines de la coopération bilatérale ont été envisagés, multilatérale également, parce qu'elle déborde le cadre restreint des deux pays pour envisager le plan international, l'Union européenne notamment. Et l'on sait ce que la France a fait à cet égard-là pour nous aider. La table ronde de Bruxelles qui nous a valu près de 3 milliards 250 millions d'euros n'est pas rien. Et c'est évident que sa gestion sera le souci, l'un des soucis primordiaux du gouvernement. Et pourquoi la qualité du gouvernement est celle que vous savez. La France invite à une réunion ici, sommet de l'Élysée, sur les questions de sécurité. Sans dire que, avec ce que le Sahel a connu et qu'il continue de connaître, une telle réunion est tout à fait à propos que nous nous réunissions ici, les uns et les autres, pour voir de quelles approches nous pourrions faire montre pour que l'on puisse conjurer les multiples menaces qui pèsent sur la zone sahélo-saharienne. Je pense que cela également est de bon ton et attendu également. Je pense que l'Afrique sera là, par les mains vides sûrement, avec des propositions bien concrètes pour le renforcement de la mutualisation de nos forces et la qualification de nos forces pour leur permettre de faire face à tout défi d'où qu'ils viennent et toute menace d'où qu'elles viennent. Monsieur le Président, pendant que vous êtes absent du Mali, des bruits de bottes se font entendre. Quelle réaction faites-vous à ces derniers événements? Je pense que certains n'ont pas compris que la récréation est terminée. Et ils le comprendront bien vite. Elle est terminée la récréation. Nous n'avons plus le temps au Mali de nous amuser à ce genre de plaisanterie. Il faut que les gens comprennent que l'heure est à autre chose. Faire front contre les défis extérieurs, mais au plan intérieur, que les uns et les autres sachent encore une fois raison garder. Quel que soit le sentiment de tel ou tel, il faut que chacun sache raison garder. Et chacun sera obligé de savoir raison garder. Inch'Allah.
Les élèves maliens ont retrouvé ce matin le chemin des classes et c'est la région de Mopti qui a abrité la cérémonie de lancement officiel de la rentrée scolaire 2013-2014 et cette rentrée a été présidée par Madame le ministre de l'Éducation nationale. Le choix de Mopti se justifie par sa contribution l'année dernière à l'école malienne en accueillant de milliers d'élèves déplacés du Nord. La cérémonie de lancement a eu lieu à l'école fondamentale de Walede avec ses 1775 élèves. Nous retrouvons le point de Jules Sissoko. La rentrée scolaire 2013-2014 révèle un cachet particulier au regard de la crise que le Mali a traversée. Et la région de Mopti a elle seule accueilli des contingents d'élèves déplacés des régions du Nord. Une contribution de Mopti à l'école malienne. Voilà une des raisons du choix porté sur la 5e région pour abriter le lancement officiel de la rentrée scolaire 2013-2014, présidé par le ministre de l'Éducation nationale Togola Jacqueline Marie Nana. Et nous sommes ici à l'école fondamentale de Walirde, en classe de 9e année, pour suivre la leçon modèle du jour sur la paix. Comme pour dire, sans paix, pas d'école, pas de développement. J'attire votre attention sur le fait que toutes les structures scolaires des cercles de Yuaru, Tenegou et Douanza ont été fortement impactées. Délabrement, destruction des infrastructures et des équipements, déplacement massif des enseignants, des élèves et de leurs parents, fermeture systématique de certaines écoles. Développer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage est un souci majeur du département en charge de l'éducation. Au cours de cette année scolaire, une attention particulière sera accordée au développement des infrastructures, à la formation du personnel des institutions préscolaires et spéciales, à la formation des mères éducatrices qui jouent un rôle important dans la préscolarisation. Des efforts importants seront consentis pour la production de matériel didactique, l'équipement des centres de développement de la petite enfance, l'appui en outils informatiques des structures d'éducation spéciale. L'occasion est opportune aussi pour Madame le ministre d'insister sur le respect strict du temps officiel d'apprentissage des élèves. L'UNICEF, partenaire potentiel de l'école malienne, a remis un lot important de kits scolaires à l'école fondamentale de Walirde. Avant de retourner à Bamako, Madame le ministre de l'Éducation nationale a visité l'école fondamentale de Gundaka, celle de Banyangara, et a rencontré l'administration scolaire et les notabilités autour de l'école. À Bamako, les élèves eux aussi ont repris le chemin de l'école. Le gouverneur du district de Bamako a fait le tour de certains établissements scolaires où il a pu constater l'effectivité de la rentrée malgré quelques petits problèmes liés aux retardataires. Les premières leçons, je le disais d'ailleurs dans les titres, les premières leçons dispensées ont porté sur la paix et la réconciliation. Mohamed Jara. Après 3 mois de vacances, les élèves renouent avec leurs anciennes habitudes, le contact avec les tableaux et le tableau noir. Mais pour ce premier jour, l'affluence était timide dans certains établissements. C'est le cas au lycée Mouaroussa de Latiabougou. À 8h30, sur les 15 classes de terminale, seulement 2 avaient commencé les cours. Les premières leçons portent sur la paix et la réconciliation. Tout un symbole. Je pense que nous avons le droit et le devoir d'éduquer les enfants à la paix. Si les premières leçons portent sur la paix, on ne peut que s'en réjouir. Quelqu'un l'a dit, ceux que nous formons aujourd'hui, ce seront les acteurs de demain. Donc il faudrait qu'ils soient imbibés de ces principes fondamentaux qui animent, qui sous-tendent en tout cas tout Malien. Pour les autres, la récréation continue encore. Les élèves que vous voyez dans la cour, généralement, c'est les retardataires, qui viennent généralement le dernier jour pour prendre les fournitures. Sinon, les tout premiers sont arrivés. Nous avons commencé à donner les fournitures les 24, les 25, les 26 et les 27 pour les classes de 11e. Et à partir du 27, c'était les classes de 10e nouveaux. Et cette année, nous avons reçu à peu près 400 dans les classes de 10e qui sont en train de faire l'inscription. Pour la rentrée scolaire 2013-2014, 1300 élèves sont inscrits dans ce lycée.
Par contre, au groupe scolaire Aminata Diop, en commune 4, une partie des classes ont ouvert et les élèves suivent les cours normalement. L'autre partie reste fermée. La raison est simple puisque ces classes étaient occupées par des sinistrés. Ce qui est certain, c'est que le premier jour, il est difficile d'avoir tous les enfants effectivement en salle. Mais déjà, leur présence dans la cour signifie qu'ils sont là et que, surtout au centre Aminata Diop, je viens de le dire, c'était un lieu d'hébergement des sinistrés. Des gens qui avaient été donc délogés par suite aux inondations que vous avez connues. Mais les salles ont été libérées. Il fallait un minimum de temps pour pouvoir les nettoyer, désinfecter et afin de livrer les classes aux enfants. Satisfaction aussi du côté du groupe scolaire de Kalabankoura. La reprise est totale. En tout cas, pour cette première journée, parents d'élèves, autorités scolaires et municipales sont optimistes quant à une bonne rentrée scolaire 2013-2014. C'est la pluie matinale qui s'est abattue sur Bamako. Les écoles ont fait le plein tant sur la rive droite que sur la rive gauche. Compte rendu, Nando Dambélé. C'est par ce salut que notre équipe a été accueillie au groupe scolaire de Sebenikoro 1. Raison d'affirmer que la rentrée 2013-2014 s'est opérée normalement dans le district de Bamako. L'année scolaire 2013-2014 démarre bien chez nous ici. Pratiquement, on n'a pas eu de problème. Les enfants sont venus en nombre. On a bien préparé la rentrée scolaire. Placée sous le signe de la qualité de l'éducation tant prônée par les autorités scolaires, cette rentrée a pour thème la paix et pour cause. Je trouve le thème très intéressant, vu que vraiment ce que le pays vient de connaître, il est vraiment important que les enfants qui sont le futur, c'est-à-dire de demain, il faut que forcément, eux, ils sachent que ça a été causé par un certain nombre de choses que tout le monde connaît. En raison de la crise qui a durement frappé les écoles des régions du Nord, la rentrée 2013-2014 s'effectue en 2 phases. Les écoles des 3 régions du Nord reprennent le chemin des classes le 17 octobre, d'où l'appel des autorités scolaires aux acteurs de l'école. La rentrée aujourd'hui s'est passée normalement. Les enseignants et les élèves étaient au rendez-vous. Et nous pensons que globalement la rentrée a été effective ce matin. Nous avons un appel à lancer et cet appel consistera à leur demander de poursuivre l'accompagnement qu'ils nous ont toujours accordé, surtout pendant la période de crise. L'ambiance était au rendez-vous partout où nous sommes passés. La rentrée scolaire est intervenue cette année au moment où certaines écoles étaient occupées par des victimes des inondations en commune 1 et commune 4 du district de Bamako. Des dispositions pratiques ont été prises pour reloger toutes les familles concernées. Alors donc, toutes les salles de classe ont été libérées avant cette rentrée. Ibrahima Traoré est allé constater. Des dizaines de ménages avaient trouvé pour refuge des salles de classe après les inondations survenues en communes 1 et 4 du district de Bamako. Ce recasement était une alternative rapide des autorités communales pour secourir les familles qui ont quasiment tout perdu. Les derniers occupants ont quitté les lieux à quelques heures de la rentrée scolaire. Une formule de départ établie à l'amiable pour faire face à l'imminence de la reprise des cours dans ces différents établissements. On savait qu'il ne pourrait pas s'éterniser dans ce site-là. C'est obligatoire qu'on cherche d'autres sites pour les faire déménager en veille de la rentrée. Et le restant, il y a certains qui décident d'aller vers leur ancienne famille et certains dans des familles d'accueil. Et certains sollicitent aussi aller sur le site en transition pour aller ensuite en location. L'autre point d'orgue qu'il fallait résoudre, c'était de trouver un logement de toute urgence. Présentement, les propriétaires des maisons là, étant donné qu'ils ont appris que les autorités vont se charger pour payer les loyers, même si la maison était à 10 000 francs, 15 000 francs, ils ont même augmenté les prix à 25 000 francs et à 30 000 francs. Ce volet de la prise en charge des sinistrés figurait parmi les mesures d'urgence du gouvernement enclenchées dès les premières heures du sinistre.
Nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement qui était un dispositif d'accompagnement en vivres et d'accompagnement financier, estimé sur 90 jours. Cet accompagnement en vivres, c'était de donner une ration alimentaire permettant à chaque ménage de pouvoir se sortir des préoccupations, disons, de quête alimentaire de tous les jours. Et l'autre accompagnement, c'était d'aider les ménages à pouvoir trouver un gîte en leur donnant une somme qui représente 3 mois de frais locatifs. La plupart des ménages qui occupaient les établissements scolaires ont, dès qu'ils ont reçu cette assistance, quitté déjà dans la journée du 29. À Ségou, précisément dans le cercle de Nyono, nous avons entamé la même opération, mais une grande source de satisfaction dans ce cercle-là, c'est que la plupart des sinistrés, en accord avec l'administration, avaient quitté les écoles le 25 septembre. Ce terrain d'entente paraît satisfaire toutes les parties. Chacun semble mettre en avant la nécessité de voir les enfants démarrer les cours en même temps que leurs camarades des autres communes. À Tombouctou, c'est pas encore la rentrée, mais c'est plutôt le démarrage des épreuves du bac spécial 2013. Le gouverneur de région s'est rendu au lycée Mahaman Alassane Haïdara pour constater de visu le démarrage effectif de l'examen. Ils sont près de 3000 candidats, toutes séries confondues, bac, BT, CAP, EDF, à compétir. Et tout se déroule sous les yeux des forces armées et de sécurité. Et bien évidemment de notre reporter Yeya Tandina. Ces candidats au bac session spéciale de 2013 affichent à Tombouctou un calme olympien. Il était 8 heures quand le gouverneur de région ouvrait la première enveloppe contenant les sujets d'anglais, coefficient 6 pour la LL. Après un an d'occupation et de dures conditions d'études, ces lycéens sont enfin face à l'épreuve finale du bac. Pour en arriver là, chacun a mis du sien. Les enseignants, les élèves, chacun a souffert. Si aujourd'hui on arrive, malgré les faiblesses des moyens, à tenir le pari et à les voir en classe, nous ne pouvons que nous en réjouir et les féliciter, encourager et les souhaiter très bonne chance. Et que chacun oublie un peu la peur, que chacun se concentre un peu, et ça ne sera pas en dehors, en tout cas, de leurs possibilités. C'est bien passé, on a fait de notre mieux, on a même parvenu à finir toutes les matières. On va faire de notre mieux et on espère aussi. Du bac, en passant par le BT, le CAP et le DF, ils sont près de 3000 candidats en 6e région à compétir. Par rapport à l'examen du DF, nous avons 1760 élèves. Par rapport au bac, 412 candidats. Et par rapport au BT, 62. Et au niveau du CAP, 39. Ce qui me fait un total de 2773 élèves. Les différents examens se passent sans incident et sous haute protection policière. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, était cet après-midi à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle. C'était pour échanger avec ses collaborateurs sur ce qu'il entend apporter comme changement au sein de la famille judiciaire et au-delà. Maître Mohamed Ali Bachili revient sur ses préoccupations pour une bonne image de la justice avec en vedette la lutte contre la corruption. Maître Mohamed Ali Bachili au micro de Mariam Sagara. Tout le monde doit, en toute cohésion, converger vers les objectifs que Monsieur le Président de la République a assignés à son mandat, c'est-à-dire la refondation de l'État du Mali sur des bases de droit, et tout cela qu'il a voulu exprimer en donnant une place de choix au ministère de la Justice dans la constitution du premier gouvernement de son mandat. Donc cela implique que non seulement nous travaillons à changer les choses par rapport à nous-mêmes, à la structure, par rapport à la formation, par rapport à la manière d'aborder les grandes questions qui
ont fait l'objet d'un désaccord des citoyens par rapport au fonctionnement de la justice, mais il est bon aussi qu'on cherche au-delà de ce partenariat à l'interne, un partenariat plus élargi avec d'autres administrations qui sont concernées par la distribution de la justice, telles que le ministère de la Sécurité intérieure, la police, la gendarmerie, telles que la douane, tels que les impôts, parce que tout cela relève de ce qu'on appelle communément l'action publique générale que la justice gère et les actions publiques particulières confiées à des administrations. Il faut maintenant, au-delà des grandes messes sur les forums, sur la justice ou la corruption, les états généraux, il faut prendre tout, sortir des tiroirs, toutes ces recommandations et construire de vrais programmes et tirer de ces programmes à la fois des actions qu'on met dans des projets et que ce sont ces projets qu'on va évaluer. Les projets portant à la fois sur la formation des hommes, sur leur comportement et les mesures structurelles qu'il faut adopter pour que la transparence se développe autour de la décision du juge et que la sécurité se développe autour de la prise de décision du juge et qu'on sorte le juge de sa toute puissance par rapport au dossier pour élargir les acteurs qui peuvent prendre connaissance du dossier judiciaire. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a lui visité cet après-midi certains journaux. Par cette visite, Jean-Marie Sangaré voulait s'enquérir des préoccupations de la presse écrite privée, par la même occasion encourager le personnel des organes visités et réaffirmer surtout la disponibilité du département pour améliorer le secteur. Compte rendu signé Bourama Traoré. Ce sont au total 4 journaux qui ont reçu la visite du ministre Jean-Marie Sangaré. L'Indépendant, Le Prétoire, Les Échos et l'Aube. 4 organes de presse et messages du gouvernement, celui de l'encouragement de la presse écrite privée à poursuivre ses missions d'information et de sensibilisation pour la consolidation de la démocratie malienne. Cette visite, ça s'inscrit dans la prise de contact. Nous avons initié depuis un certain temps avec l'ensemble des acteurs de la presse et des médias. Donc aujourd'hui, c'était le tour de la presse écrite et c'est une visite très enrichissante. Plus qu'une simple visite de courtoisie, le ministre Jean-Marie Sangaré a voulu toucher du doigt les vraies préoccupations de la presse écrite privée. Préoccupations qui ont pour nom le coût élevé des productions, le manque d'infrastructures adéquates. À ces difficultés s'ajoute l'épineuse question de la formation. Comme dirait l'autre, un journaliste mal formé est un danger pour la société. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont là en instance. Il faut les traiter. Et à notre niveau au sein du gouvernement, on verra avec les différentes autorités comment faire pour prendre en charge les différentes demandes. Il y en a beaucoup, mais on va les traiter par priorité. Ce sont les problèmes d'infrastructure et d'équipement qui font que la vie leur est un peu difficile. Et ça, ce n'est pas limité qu'à la presse privée. C'est à nous de voir comment faire pour baisser ces charges-là. Après cette visite de terrain, le ministre de la Communication a rencontré les patrons de la presse. Les échanges ont porté notamment sur l'aide à la presse jugée insuffisante, 98 millions de francs CFA en 2013. Il a été également question de la relance de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique de la presse. C'est une bonne chose, s'est réjoui le ministre Sangaré, lequel a assuré ses interlocuteurs de l'accompagnement du département de tutelle afin de favoriser l'émergence d'une presse professionnelle et performante. La promotion de l'emploi au Mali constitue l'une des priorités du gouvernement. Cela se concrétise par la visite ce matin du ministre en charge de l'emploi au Conseil national du patronat. Mahaman Babi a expliqué la nouvelle vision du gouvernement en matière d'emploi et noté les préoccupations du patronat. Compte rendu Agali Agissa. Le secteur privé peut mieux contribuer à la promotion de l'emploi au Mali. C'est compte tenu de cela que le ministre en charge de l'emploi a consacré sa toute première visite au Conseil national du patronat du Mali, CNPM. Le ministre a expliqué aux membres du CNPM la nouvelle conception du gouvernement en matière d'emploi. L'objet de cette visite, c'est d'abord de venir rendre une visite de courtoisie au secteur privé, secteur qui crée les emplois. C'est aussi d'expliquer la nouvelle vision du département en matière de formation professionnelle et de création d'emplois
une vision qui s'inspire de la promesse faite par le président Ibrahim Boubacar Keïta de créer 200 000 emplois au Mali d'ici la fin de son quinquennat. Les membres du CNPM ont saisi l'occasion pour souligner certaines de leurs préoccupations du moment. Nous avons parlé un peu des structures comme la pêche, comme la NPE et comme le FAFPA, qui sont des structures qui doivent encourager l'emploi, mais qui aujourd'hui jouent un rôle un peu mitigé. Nous avons parlé aussi du Code du travail. Parce que pour nous, aujourd'hui, le Code du travail est un frein à l'emploi. Le gouvernement entend développer des stratégies passant par la collecte des données, l'analyse et le traitement de l'information en matière d'insertion professionnelle. Il faudrait savoir déjà quel est le nombre d'emplois concrets par an ici. Deuxième chose, c'est vraiment de sensibiliser les autres acteurs qui sont impliqués dans la création d'emplois pour qu'ils communiquent les informations. Et troisième chose, bien sûr, le cadre juridique et réglementaire, il faudrait relire nos textes. Les deux parties, patronat et gouvernement, devront se retrouver dans les jours à venir pour mieux coordonner les initiatives en vue de renforcer la lutte contre le chômage. Le document La vision du département en charge du développement rural est depuis hier au centre d'une rencontre entre le ministre du développement rural, le ministre délégué en charge de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire et les acteurs du secteur. Il s'agira pour les cadres du département d'apporter des changements au secteur agricole. Compte rendu, Boubacar Sissoko. Ce document, appelé la vision du changement du département en charge du développement rural, est le fruit de la réflexion des experts en développement rural. Cette rencontre vise donc à approfondir le document du plan d'action qui cadre avec la vision du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Traduire les ambitions et l'aspiration au changement et du président et des populations. Autrement, l'engagement du président à apporter du changement dans la gouvernance du pays, y compris dans la gouvernance du secteur de développement rural, c'est ce qui nous motive et qui justifie la rencontre de ce matin. La vision du département du développement rural repose sur deux axes majeurs. Le président a pris l'engagement de rehausser le budget du développement rural à hauteur de 15% du budget national. C'est une ambition extrêmement importante. Le secteur a initié de grandes réflexions, de grandes réformes il y a quelques années pour migrer de l'approche projet à l'approche sectorielle. Et au plan institutionnel, le chef de l'État et le Premier ministre l'ont consacré avec la création d'un ministère du développement rural qui règle énormément de problèmes. Le document, après son amendement et son adoption, sera un catalyseur pour apporter des changements institutionnels, technologiques et économiques indispensables à l'épanouissement du secteur rural. Aussi, une large place est accordée aux initiatives privées. Le gouvernement du Mali a décidé de faire donc du secteur privé le moteur de développement. Le secteur de développement rural concentre plus de la moitié des Maliens. Et notamment, que c'est dans cette moitié que se concentrent aussi les plus grandes poches de pauvreté. Donc si le secteur privé doit développer le pays, je pense en priorité, il doit développer le secteur de développement rural. La mise en œuvre de ce plan d'action permettra sûrement au Mali d'exploiter son potentiel de terres agricoles estimé à 43,7 millions d'hectares, utilisables pour l'agriculture et l'élevage. Une visite dans notre pays, celle du ministre de la Défense de Belgique, qui est arrivé ce matin dans notre pays pour une visite de 2 jours. Le ministre a déjà rencontré les responsables de la mission de formation de l'Union européenne. Le ministre belge de la Défense explique l'objectif de la rencontre et il est au micro de Nouhoum Sissoko. La Belgique participe avec bien d'autres pays dans l'opération EUTM, l'opération de stabilité et d'entraînement de l'Union européenne. Nous étions immédiatement présents ici au Mali, aussi pour l'opération Serval, pour soutenir nos amis français qui ont fait un travail excellent. Et nous avons vu aussi que les élections se sont déroulées ici au Mali dans un cadre excellent. Et ça veut aussi montrer que notre présence porte ses fruits. Oui, donc certainement, on a maintenant des réunions avec les états-majors et qui sont sous la dirigeance de nos amis français. Et puis par après, on se rendra à Kolikoro, donc pour voir ce que font nos soldats sur le terrain, c'est-à-dire l'entraînement et la protection de force des unités maliennes.
Visite de terrain pour le ministre du Travail, des Affaires sociales et humanitaires, Amadoune Konaté. À la tête d'une délégation, s'est rendu à Nyono ce week-end pour échanger avec les populations sinistrées par les inondations de cette zone et surtout leur témoigner le soutien du gouvernement. Fousseini Samake, compte rendu. À Nyono, le ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires, Amadoune Konaté, a rencontré les autorités locales non seulement pour s'enquérir de la situation des sinistrés victimes d'inondations, mais aussi apporter le soutien du gouvernement malien pour améliorer les capacités de prise en charge de ces sinistrés. Ce don est composé de 7 tonnes de riz, 2 tonnes de maïs, 2 tonnes de sucre et 7000 litres d'huile. Le ministre Konaté s'est ensuite rendu à Kolobougou, un village situé à 5 km de Nyono, à présent inondé. En remettant une enveloppe symbolique au groupement des femmes de Kolobougou, il a invité chacun à une implication pour une sortie de cette situation. Les responsables de Kolobougou ont apprécié ces gestes à sa juste valeur. Aucune autorité de la place n'est restée en marge. Nous avons été assistés de jour comme de nuit. Le but principal de ma visite, c'était de voir concrètement à Nyono comment se présente l'inondation et comment se présentent les ménages inondés. Je suis arrivé, j'ai constaté une chose qui m'a positivement impressionné, que la solidarité de voisinage et les dispositions prises par l'administration territoriale ont fait que les ménages qui s'étaient d'abord réfugiés dans les écoles sont toutes aujourd'hui soit retournés chez elles quand c'est habitable ou se sont retrouvés dans le voisinage qui les a accueillis. Je suis passé dans ce village, vous avez vous-même vu que du fait de son installation dans un bas-fond, le village est entièrement inondé. L'office a intervenu de manière très positive. Ce don de Nyono devrait permettre de loger et nourrir pendant 3 mois 396 familles qui occupaient les salles de classe dans 7 communes du cercle de Nyono. Les acteurs de la 3e région sensibilisent sur la relance du programme d'appui au secteur eau et assainissement financé par la coopération danoise et des changements intervenus dans sa mise en œuvre. Compte rendu depuis Sikasso de Sekou Konaté. Initialement prévu de 2010 à 2014, le programme d'appui danois au secteur eau et assainissement a connu en mars 2012 un coup d'arrêt en raison des événements que notre pays a connus. Mais le retour à la normale enclenché depuis quelques mois permet une reprise de la coopération bilatérale. Et c'est fort de cela que le programme d'appui au secteur eau et assainissement, financé par la coopération danoise pour plus de 29 milliards de francs CFA, reprend du service. Et cette fois marqué par des changements dans la gestion de la maîtrise d'ouvrage du PADS Prosea. Nous avons opté pour une orientation de mise en œuvre plus directe avec des acteurs du secteur privé et associatif, para-étatique aussi, afin qu'on puisse accélérer ce processus de mise en œuvre dans la mesure où ces structures ont des systèmes de mise en œuvre plus allégés. Les secteurs visés sont l'eau et l'assainissement, avec comme activité la réalisation et la réhabilitation de 1345 EPM dans les régions de Mopti, Sikasso et Kouloukoro pour l'approvisionnement de près de 600 000 personnes en eau potable. La réalisation des travaux de renforcement des capacités de production d'eau potable pour les centres de Kati, Koutiala, Sikasso et Kai et la dynamisation des comités locaux d'eau. Le domaine de l'assainissement sera marqué par la réalisation de latrines scolaires et publiques, de puisards et de petits ouvrages de collecte d'eau et la promotion de l'hygiène. Je voudrais saisir l'opportunité ainsi offerte pour remercier, au nom des autorités politiques et administratives de notre région et au mien propre, l'ensemble de nos partenaires au développement dont le soutien technique et financier ne nous a jamais fait défaut dans la lutte contre la pauvreté à travers la réalisation des programmes d'accès à l'eau et à l'assainissement. Rappelons que la fin du programme est prévue pour 2015. En 6e région, l'ONG Association Action pour le sursaut de la femme malienne vient de procéder au lancement de son projet appui au maraîchage dans la commune rurale de Gorkou. Gorkou, c'est dans le cercle de Niafunke. ORTM, Mopti, Yaya Bokouma. Initié par l'ONG ASFEM, Association Action pour le sursaut
de la femme malienne à travers son programme d'appui aux organisations de la société civile. PAOSD à hauteur de près de 29 millions de francs CFA pour une durée de 15 mois. Ce projet intitulé « Appui au maraîchage dans la commune rurale de Ngorkou, cercle de Niafenké, région de Tombouctou » ainsi lancé, rentre dans le cadre de l'appui d'urgence aux populations de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal suite à la crise survenue au cours de l'année 2012. Il a pour objectif global d'appuyer les populations de la zone à assurer la diversification et l'intensification de leurs activités économiques. Les objectifs spécifiques sont renforcer les capacités organisationnelles et techniques et de gestion des femmes, assurer le maraîchage au bénéfice des couches vulnérables, améliorer la situation nutritionnelle des enfants et des femmes enceintes à travers des démonstrations culinaires à ration alimentaire équilibrée et à base de fruits et légumes produits localement. Autorités locales saluent et remercient les initiateurs qui ne sont pas à leur début. J'invite les villages bénéficiaires à ne ménager aucun effort pour l'atteinte des objectifs visés. En ce qui concerne l'appui des services techniques, je peux vous assurer, monsieur le directeur de l'ONG, que notre participation à toutes les activités sera effective. Le PAOSD est un programme cofinancé par l'Union européenne, le Royaume de Danemark, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Canada. Le village de Bazi Hausa, cercle d'Ansonko, est bénéficiaire d'un projet intitulé « Assurer la sécurité des conditions de vie des ménages vulnérables par l'octroi de semences à des familles et le renforcement des capacités des secteurs pêche et élevage ». Nous retrouvons le point de Boubacar Bablé Touré. L'objectif de ce projet est de contribuer à sécuriser les systèmes et les conditions de vie des populations de Bazi Hausa dans le cercle d'Ansongo, frappé par les effets de la crise. À travers un montant qui est d'environ 30 millions de francs CFA, l'ONG APIF entend appuyer 100 ménages vulnérables en semences, 80 pêcheurs en filets de pêche et 100 femmes en chèvres et aliments bétail. Des initiatives qui peuvent apaiser les bénéficiaires. Les objectifs principaux poursuivis par ce projet est de renforcer la capacité de 100 ménages à gérer les risques affectant leur sécurité alimentaire, sauvegarder les moyens de subsistance des ménages vulnérables affectés par le déficit alimentaire. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme d'appui aux organisations de la société civile PAOSCO. Il bénéficie de l'appui financier des partenaires comme l'Union européenne, le Danemark, le Canada, la Suisse et la Suède. L'exécution de ce programme est basée sur les réalités des objectifs du millénaire pour le développement, une politique prônée par le gouvernement malien. La partie septentrionale de notre pays a connu, courant 2012, une crise politico-militaire sans précédent qui a fortement éprouvé nos braves et vaillantes populations. C'est dans cette optique que l'ONG APIF compte appuyer les habitants du village de Bazi Hausa à travers certaines actions concrètes. Déjà en cours d'exécution, ce programme de l'ONG APIF dure 9 mois. Nous retournons dans le cercle de Gorkou, dans la commune de Gorkou, dans le cercle de Niafunké, avec ce don d'ambulance et d'une école Médersa aux communautés donc de Gorkou dans le cercle de Niafunké. Ces actions sociales sont l'œuvre des ressortissants de bonne volonté de la localité. Elles permettront d'atténuer les problèmes de transport des malades vers les centres de santé et sur l'éducation des enfants, nous dit Adama Koulibaly. Les dons reçus par les communautés de Ngorkou sont composés de 2 ambulances moto-tricycles équipées et d'une médersa de 3 classes, des besoins exprimés par les populations elles-mêmes conformément aux réalités locales. Je pouvais faire don de voitures, vu la situation particulière, de donner des motos qui sont plus faciles d'entretien, plus faciles en déplacement dans des zones où c'est pratiquement souvent il n'existe même pas de sentiers. Les soins de santé des populations dans cette localité rencontrent d'énormes difficultés. Insuffisance de structures sanitaires et de médecins, difficultés du terrain fortement enclavé, pas de moyens de transport adéquats des malades. Ces motos avec fourgonnettes aménagées pourront apporter un peu de confort dans le transport des patients vers les centres de santé. S'agissant de l'éducation, l'école coranique est une culture du milieu, ce qui rattache les communautés à la création des médersas. Vous voyez maintenant, on vient maintenant juste maintenant de voir maintenant 3 salles de classe maintenant pour une médersa d'éducation. Elle est universelle.
qu'elle soit mental de français classique, l'anglais ou bien mental de français, c'est toujours mental d'éducation. Ces soutiens sont l'œuvre des ressortissants de Ngorkou. Aujourd'hui, ceux-ci sont engagés à aider les populations de leur commune d'origine. Le gouverneur de la 2e région a présidé la réunion de sensibilisation sur l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix dans notre pays. L'idée était de faire une large diffusion de ce document afin de mieux préparer un accord définitif en la matière. Les détails avec Brahima Kone. L'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix au Mali, dans son article 15, stipule que les partis s'abstiennent de tout acte et de tout propos qui serait de nature à compromettre le processus de paix. Elles prendront toutes les mesures nécessaires pour renforcer la confiance et la cohésion nationale. Aujourd'hui, cet article semble connaître une violation flagrante à travers des actes posés par le MLLA. Ce que certains citoyens qualifient de provocation. C'est les ennemis de la paix. Parce qu'avec ces accords-là, moi, je pensais que les choses allaient se calmer, on allait se retrouver avec les assises nationales. L'objectif de cette rencontre est d'expliquer aux chefs des services régionaux, aux élus et aux membres de la société civile le contenu de l'accord préliminaire signé à Ouagadougou le 18 juin 2013. On dit que c'est un accord préliminaire, mais un accord qui a toute sa valeur, parce qu'elle nous a permis aujourd'hui d'aller aux élections. Et dans cet accord, il est dit que 60 jours après la prise du pouvoir du nouveau président, l'installation du nouveau président, disons le gouvernement, et ceux qui ont signé les accords vont se retrouver pour faire un accord définitif. Ce document de 104 pages est traduit dans toutes les langues nationales pour permettre aux Maliens de mieux comprendre son contenu, qui est essentiellement axé sur la création de conditions favorables à la tenue de l'élection présidentielle et le processus post-électoral. Nous revenons sur la dernière partie de la visite de nos pèlerins de la filière gouvernementale ce week-end, le week-end dernier à Médine. Leur séjour a été ponctué par des ziyaras et visites des sites historiques de la ville de Médine. Le point avec nos envoyés spéciaux, Nya Abdraman Keita, Brahima Touré, Nyaza Koulibaly, assistés de Belkodiko. Les ziyaras, visites des sites historiques de l'islam, marquent la fin du séjour des pèlerins maliens à Médine. 8 jours déclinés en 40 prières dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Loin d'être de simples visites touristiques, ces ziyaras visent le raffermissement de la foi du pèlerin. Les ziyaras, c'est un mot arabe qui signifie les visites, qu'on traduit souvent par le tourisme islamique, selon les jurisprudences. Bon, on utilise ce mot, le tourisme islamique, on le tolère, mais c'est plutôt un tourisme spirituel. Ça rentre dans le cadre de tradition du prophète, le respect, n'est-ce pas, des traditions du prophète, mais aussi c'est une façon de préparer les pèlerins pour les futures activités spirituelles qu'ils doivent mener. Si vous remarquez, ce n'est pas fait au hasard. L'étape du Médine, c'est très important, c'est très capital. Les 40 prières que nous faisons dans les mosquées, c'est pour nous préparer. Il y a un sens spirituel, au-delà des récompenses que Dieu a promis, il y a un sens spirituel. Il y a une préparation spirituelle pour l'étape de la Mecque qui est le pèlerinage lui-même, mais aussi pour le futur, c'est-à-dire quand le pèlerin rentre à la maison. Et les ziyaras aussi rentrent dans ce cadre. Pour l'atteinte de cet objectif, la Commission nationale d'encadrement a tenu à préparer les dites visites à travers des séances de sensibilisation animées par la sous-commission communication, sensibilisation et éducation religieuse. S'agissant des sites visités, le cimetière des martyrs de la bataille du Uhud, la place Hamza, retient l'attention des pèlerins. Un lieu de recueillement en hommage aux compagnons du prophète, paix et salut sur lui, tombés pour la promotion de l'islam. Quant à la mosquée des deux Qibla, autrement dit des deux directions, elle nous rappelle qu'initialement, la prière des musulmans se faisait en direction de Jérusalem et non de la Mecque. Le séjour de Médine est ainsi devenu incontournable pour les pèlerins du monde entier à cause des différentes références religieuses du monde musulman. Comme cette mosquée derrière moi, appelée mosquée de Kouba, la toute première construite par des musulmans, où une prière de 2 rakats équivaut à l'Umrah, le petit pèlerinage.
Bon séjour à Niaza Koulibaly. Le jubilé d'or de l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques de notre pays a été marqué hier par un culte en communion au Palais de la Culture. Une manière pour les fidèles chrétiens évangélistes de montrer leur union. Compte rendu Isaac Tcheno. Pour célébrer les 50 ans de la GMPM, les chrétiens évangéliques et protestants au Mali ont choisi de le faire aussi à travers un culte en commun. Un culte marqué par des prières, des louanges et actions de grâce. Entre autres sujets évoqués, la prière pour l'Église, la nation, le président de la République et son gouvernement. La chorale de la GMPM et celle des femmes ont marqué d'un emprunt ce jubilé. Le message de ce culte a fait état d'action de grâce. Cette fête de l'association des groupements d'églises et missions protestantes au Mali marque un nouveau départ pour les chrétiens protestants évangéliques. Se réunir ensemble de cette façon pour remercier Dieu ensemble est réellement un signe de notre unité. Cet appel, cet engagement à aller ensemble pour continuer l'œuvre qui a commencé. Et donc c'est aussi un appel que je lance à tous, surtout à la jeunesse, de pouvoir s'engager fortement. Le pays là a besoin de l'évangile. L'évangile est une puissance qui transforme les individus et les pays. Et donc, si ce pays subit l'impact réel de l'évangile, il sera transformé. Et donc, j'appelle la jeunesse à s'engager pour porter l'évangile partout dans le pays et que nous commencions à vivre réellement cet évangile. L'église chrétienne au Mali est libre. Si je dis libre, se gère elle-même, décide de ses propres affaires, se développe elle-même par la grâce de Dieu. La fête se poursuivra le reste de l'année 2013 à travers des compétitions sportives et des concours bibliques. L'Assemblée générale de la Fédération malienne de canoë et discipline assimilée a eu lieu cette semaine au Centre international de conférences de Bamako. Presque toutes les ligues ont pris part aux travaux, nous dit Abdul Karim Kaba. La Fédération malienne de canoë-kayak et discipline assimilée harmonise ces textes à l'occasion de son Assemblée générale. Pour cette circonstance, en plus des autorités en charge des sports et de la jeunesse, les responsables de la fédération. La session a regroupé les délégués des différentes ligues de l'intérieur. Être reconnu au Comité national olympique et sportif du Mali et des autres fédérations sœurs, voilà l'objectif majeur de l'Assemblée. Le canoë-kayak est une discipline peu connue au Mali. Pourtant, le pays regorge d'athlètes capables, dès les premières apparitions, de se mesurer et même de surclasser plusieurs nations dans cette activité sportive. En effet, il est certain que les jeunes Bozo et Somounou, prédestinés à la pratique de ce sport, ont la capacité de donner à la FEMECDA ses lettres de noblesse. Le ministère de la Jeunesse et des Sports encourage et accompagnera donc la jeune fédération malienne dans la promotion et le développement de la pratique, ainsi que des activités sportives assimilées, afin qu'elles puissent représenter valablement le Mali dans les compétitions internationales. Après la fédération et les ligues, la jeune association qui est créée il y a de cela 3 ans veut multiplier les descentes sur le terrain afin de mieux développer le canoë-kayak au niveau national et faire connaître plus le Mali à travers cette discipline. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 10h et 13h avec Mohamed Touré. Quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là sur ce même plateau pour d'autres informations. D'ici là, visitez notre site www.ortm.ml. Bonne suite de programme. Excellente nuit.